Cet épisode fait partie de la série La pause du Robinson, dans laquelle je vous propose en rediffusion certaines conversations du podcast. L'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir les témoignages inspirants partagés par mes invités sur leurs projets d'éco-construction et d'habitat écologique. Sur ce, je vous laisse découvrir ma conversation avec mon invité. C'est vraiment la question de comment on met en place un mode de vie qui nous paraît pérenne en fait et qui reste pas inscrit dans une course au toujours plus, dans de l'hyperconsommation ou tous ces schémas qu'on s'est voués à l'échec en fait pour les années à venir. Avec Marc, c'était important et essentiel depuis le début. Moi, je voulais pas qu'il fasse la maison. Je voulais qu'on fasse la maison ensemble. Mais on a cherché comment on allait le faire avec des matériaux naturels qui servaient notre projet et qui soutenaient les valeurs qu'on voulait mettre dedans en fait. Où j'ai calculé le bilan carbone et tout, et où je me suis rendu compte qu'en plus c'était de toute façon le meilleur choix qu'on pouvait faire sous tous les aspects en fait pour notre maison. On a eu un gros coup de flip en fait à ce moment-là, un peu l'impression d'être en train de monter un projet qui risque d'être entièrement détruit par les insectes. Tu vois, en fait c'était vraiment le scénario catastrophe dans nos têtes quoi. À ce moment-là, ça c'est vraiment, c'était une grosse période de tension. On est très fiers du modèle que ça donne aux enfants. Ce côté où y a rien d'infaisable quelque part. Tu prends le temps, t'apprends et tu fais, t'essayes, et en fait c'est en essayant que tu vois si tu peux y arriver. Et en fait nous ça a beaucoup repoussé nos limites, et en fait tu te rends compte que tu peux faire énormément de choses. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Delphine Ducret. Delphine vient de terminer un projet ambitieux, l'autoconstruction de sa maison alors qu'elle n'a pas d'expérience particulière dans ce domaine au moment de démarrer le projet. Elle nous raconte la genèse de cette idée et son désir de se bâtir une nouvelle vie, plus en alignement avec ses valeurs. Elle partage les étapes de la conception et de la construction, les matériaux qu'elle a choisis pour réduire au maximum l'impact environnemental de la maison, ainsi que les systèmes permettant de tendre vers une autonomie en eau et en énergie. Delphine parle aussi des obstacles qu'elle a dû surmonter et des cadeaux rencontrés sur le chemin. C'est une aventure passionnante qu'elle nous dévoile dans cet épisode. J'espère que ce témoignage vous inspirera également pour mener vos projets. Bonne écoute. Bonjour Delphine. Bonjour FX. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de te recevoir sur La Case Robinson pour parler de construction et même d'autoconstruction aujourd'hui, puisque tu es en train de terminer la construction d'une magnifique maison que tu as réalisée en grande partie toi-même, avec Marc aussi, ton compagnon. Donc on va en parler avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais simplement te présenter pour donner un petit peu de contexte aux personnes qui nous écoutent? Oui, donc j'ai 38 ans. Je suis maman de 2 enfants. C'est important puisqu'on va parler autoconstruction et du coup le contexte familial ça compte. Qui ont aujourd'hui presque 5 ans et 11 ans. Et en fait, donc là on a autoconstruit en Dordogne. Je suis pas du tout originaire du coin, mais par contre Marc a de la famille dans le secteur. Et ça a pas forcément guidé notre choix, mais en tout cas on a mis pas mal de temps à trouver notre lieu de vie puisque on avait tous les deux la volonté vraiment de s'ancrer dans un territoire. Et donc on est parti pour passer normalement le restant de nos vies ici. Ok, et ambitieux, chouette. Bah, du coup, c'est intéressant qu'on commence par ça éventuellement. Quel était le point de départ de ce projet? Comment est-ce que vous avez eu envie de vous lancer dans cette aventure? Avant, tu étais en ville sur Bordeaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de cadre de vie et puis de vous installer, comme tu le dis, là-bas et pour démarrer cette expérience de construction? Le gros point de départ, c'est lié à une
Je dirais pas une prise de conscience parce que ça donne l'impression que c'est soudain, mais en tout cas une conscience très accrue des problématiques du monde et de notamment environnementales, des risques qu'on encourt en tant que civilisation, enfin un petit peu de tout ça. Il y a eu bien sûr beaucoup de lectures, beaucoup de conférences. Enfin moi je me suis beaucoup documentée sur le sujet. Marc il était aussi baigné professionnellement dedans. Et en fait, c'est vraiment la question de notre avenir en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que société, vers quoi on va, qu'est-ce qui risque de se dessiner pour demain et comment nous on fait pour essayer déjà de s'adapter, mais avec un peu d'anticipation. Comment on met en place un mode de vie qui nous paraît pérenne en fait et qui reste pas inscrit dans une course au toujours plus, dans de l'hyperconsommation ou tous ces schémas qu'on s'est voués à l'échec en fait pour les années à venir. Du coup, l'envie de reconstruire ou de réinventer un peu votre propre réalité pas en partant de zéro, mais en essayant de maîtriser un certain nombre de paramètres qui vous entourent dans la façon d'habiter, dans la façon de vivre, etc. C'est ça, c'est vraiment très lié à la question de le besoin d'avoir au moins l'impression de reprendre le contrôle de nos vies. On sait qu'on maîtrisera jamais la totalité des paramètres, hein, mais en tout cas, essayer de faire en sorte que sur les besoins primaires, on arrive à avoir un minimum de contrôle sur leur satisfaction. Ok, c'est intéressant. Et du coup, on va parler un petit peu de ce projet de construction de votre habitat, de votre lieu de vie. Est-ce que déjà vous aviez une expérience dans le domaine de la construction ou de l'habitat en général avant de vous lancer? Absolument aucune. On est parti vraiment de très très loin. Marc avait un peu plus bricolé que moi sur le bois. Moi, j'avais fait du bricolage, les trucs habituels de quand t'es locataire et que tu fixes des tringles ou des cadres ou des trucs comme ça. Mais concrètement, c'était le néant, hein, clairement. Donc absolument aucune expérience de construction, ni même de travail. Un peu sans parler de construction, mais de menuiserie ou autre, en fait, absolument rien. D'accord. Ok, donc tout à faire, tout à apprendre, c'est d'autant plus courageux et ambitieux. Et du coup, j'ai envie de commencer par le début. Comment est-ce que vous avez abordé le projet sur le tout début, sur le démarrage? Comment est-ce qu'on aborde un projet d'autoconstruction comme ça? Parce que du coup, on part vraiment d'une feuille blanche. C'est différent dans un projet de rénovation où finalement on compose avec un existant et ça a ça offre d'autres perspectives. Mais pour un projet d'autoconstruction, quelque part, on peut être face à une feuille blanche et du coup être un peu perdu. Vous, comment est-ce que vous avez embrayé ou trouvé la dynamique pour démarrer? Est-ce que c'était par le choix du terrain, par une architecture que vous vouliez absolument faire pour différentes raisons? Est-ce que c'était par des choix de matériaux qui du coup guident la conception aussi de la maison, etc. Ça a été quoi le point d'entrée finalement qui vous a donné, qui vous a mis dans l'action? Effectivement, il y a le choix du terrain. Parce qu'en fait, concrètement, on a passé plus d'1 an à chercher notre lieu de vie. Et sur cette année-là, on a cherché des rénovations. Mais on avait un cahier des charges lié au terrain qui était très important. On voulait pas qu'il y ait de lignes à haute tension à proximité, pas de champs cultivés au bout du terrain, mais il fallait qu'il fasse au moins 5000 mètres carrés avec un petit peu de pente. On voulait pas quelque chose de tout plat. Enfin, on avait beaucoup de paramètres en fait et on trouvait jamais, notamment parce que en fait il y a les questions de PLU et c'est vrai que quand tu cherches sur un terrain assez grand, en fait tu te trouves toujours en limite de zone agricole. Quand il y a déjà du bâti. Et donc, si tu es en limite de zone agricole, il y a fort à parier que la zone agricole qui est juste à côté de chez toi, ce soit un champ cultivé et éventuellement arrosé de produits phytosanitaires dans l'année. Donc ça, c'était hors de question. On en a visité beaucoup d'ailleurs, hein, des bâtis comme ça. Et le jour où on s'est ouvert à la possibilité de construire, on a visité 2 terrains ce même jour-là. Et le deuxième, c'était le bon. C'était celui sur lequel aujourd'hui on a construit notre projet. Parce qu'il cochait toutes les cases, à l'exception d'une, il n'a pas l'eau. Il n'y a pas d'accès à l'eau parce qu'on est en ligne de crête. Donc en fait, on n'a pas de source, pas de ruisseau, voilà. Mais on s'est dit que ce paramètre-là, on pouvait en corriger une partie en faisant du stockage.
Ça nous paraissait pas être le paramètre le plus embêtant. Après, sur le projet en tant que tel, une fois qu'on a eu trouvé le terrain, il y avait vraiment cette volonté d'être en contrôle le plus possible. Donc faire nous-mêmes, ça veut dire qu'il fallait qu'on trouve des techniques qui sont qu'on peut s'approprier en tant qu'autoconstructeur et autoconstructrice, parce qu'en fait, on n'a pas d'engin de levage, nous on n'est pas équipé avec des Manitou, on n'a pas de pelleteuse, on n'a pas tous ces gros engins-là qui permettent d'aller vite sur des gros chantiers. Donc il fallait vraiment qu'on trouve des techniques qui sont abordables. On voulait qu'on puisse réparer nous-mêmes et tout ça, même dans le temps, même sans produits manufacturés. Donc, par exemple, les murs en terre, ça vient beaucoup de là. C'est se dire, et si demain, il y a une crise qui fait que les produits sont hors de prix. Donc ça, on était déjà en avance sur cette réflexion-là, à ce moment-là. Si les produits sont hors de prix, s'ils sont plus disponibles, s'il y a des grosses ruptures, on fait comment? Donc en fait, la terre, ça nous paraissait juste être logique, par exemple. On savait qu'on était sur un sol argileux ici, très argileux. On a un aléa de gonflement-retrait fort, donc on est vraiment sur une belle zone d'argile. Donc en fait, tout ça, c'était assez logique et naturel pour nous. Ça fait partie des points qui ont vraiment guidé la conception du projet. Et après, en fait, il y a aussi des contraintes techniques. Ici, l'orientation, par exemple, du bâtiment, elle a été très facile à déterminer parce que on veut jouer sur les apports solaires, mais en même temps se protéger des grosses chaleurs. On a fait une maison compacte, à la fois parce que c'est ce qui nous paraissait être le plus efficace en termes de rentabilité énergétique, mais c'était aussi une esthétique qui nous plaisait. On est beaucoup inspiré par les esthétiques des pays du Nord, mais aussi du Japon. En fait, on aimait bien ce mix un petit peu des deux. Donc, on a essayé de toujours garder en tête ce qu'on nous on trouvait beau et de trouver, mais on a cherché comment on allait le faire avec des matériaux naturels qui servaient notre projet et qui soutenaient les valeurs qu'on voulait mettre dedans en fait. D'accord, super. Du coup, pour illustrer, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail des matériaux, des systèmes, de la conception, est-ce que tu peux essayer de décrire un peu cette maison, à quoi elle ressemble en termes d'architecture, et pour qu'on puisse s'imaginer un petit peu et accompagner du coup la discussion avec ces images? Alors c'est une maison qui ressemble un petit peu à un séchoir à tabac, donc toute bardée de bois, qui est assez haute puisqu'on a un rez-de-chaussée plus un vrai étage. Elle a une forme rectangulaire très simple, avec une coursive au sud. Donc sur la partie sud, on a vraiment 1,50 m d'une sorte de terrasse qui longe toute la façade sud et qui nous permet vraiment de circuler autour de la maison. Elle a la spécificité d'être, on va dire, sur pilotis, parce qu'en fait, elle est sur technopieux, donc ça nous met à peu près 30 cm au-dessus du sol. Alors ça donne pas l'impression d'une maison qui flotte pour autant, mais ça se sent quand on est à l'intérieur, puisqu'on est au-dessus de la végétation un petit peu quand même. Et on profite vraiment de la vue, on se sent pas enfoncé dans le terrain en fait. Et sur tout le côté sud, il y a toute une rangée d'arbres, des grands chênes qui ont une 50aine d'années et qui nous font un ombrage qui est très appréciable l'été. Voilà, on a une maison du coup qui a un aspect, donc on est sur un bardage mélèze qu'on a voulu brut, qui va vieillir, qui va devenir très noir en fait dans le temps, avec un bac acier couleur claire. Donc on est sur vraiment une esthétique assez épurée, sans des bords de toiture et tout ça. Donc voilà. Ok, chouette. Je mettrai quelques photos aussi, illustrations dans l'article qui va accompagner l'épisode et puis sur les réseaux sociaux. Est-ce que par rapport à ce projet, enfin comment vous êtes formé aussi, parce que du coup tu le disais tout à l'heure, il y a tout à apprendre. Enfin, il y a énormément de choses à apprendre parce qu'il y a des choses à apprendre dans le choix du terrain, parce que le choix du terrain a des conséquences sur la suite. Il y a des choses à apprendre techniques évidemment pour pouvoir concevoir puis mettre en œuvre, réaliser spécifiquement les ouvrages. Comment est-ce que ça s'est fait, ce processus d'apprentissage, d'information continue? Alors déjà, ça a pris plus de temps que prévu. Ça, c'est une phrase que tu dois entendre souvent. En fait, c'est l'aboutissement, le démarrage de la construction, c'est l'aboutissement de 3 années de réflexion. Parce qu'au final, on a dû déposer un permis début 2018.
sur ce terrain qu'on venait de trouver. Il fallait qu'on se dépêche de poser un premier permis parce qu'on voulait être sûr qu'il passerait, puisque le terrain, on savait qu'il devenait non constructible l'année suivante. Il y avait un changement de PLU qui allait le passer en zone naturelle. Donc c'était vraiment essentiel qu'on signe pas l'achat du terrain tant qu'on n'avait pas au moins un permis de valider dessus. Et là, ça a été la course totale. Parce qu'en fait, on partait de zéro. Je venais de rentrer, au moment où on avait trouvé ce terrain, je venais de rentrer en disant à Marc, tu sais quoi, en fait, on va faire une maison en paille. Il m'a regardé avec des yeux ronds en mode, mais d'où elle sort ça? C'est quoi cette idée? Comment on fait ça en fait? Enfin, ça sortait tellement de l'image qu'on peut avoir et du conventionnel que voilà, on partait vraiment d'une feuille blanche, mais avec cette idée tout à coup que la paille c'était une évidence parce que c'était quelque chose qui allait répondre à nos envies en fait en termes de valeur et tout ça. Et donc là on se retrouve un peu coincé à devoir sortir un permis en 4 mois alors qu'on n'a jamais fait ça de nos vies. Et ça a été des heures et des heures et des heures et des heures de travail, de recherche, de documentation sur Internet. On a eu heureusement quelques coups de main qui nous ont beaucoup aidés pour arriver à prendre les choses sous le bon angle en fait. Notamment, on remerciera jamais assez Jean-Louis, qui était constructeur bois constructeur de maisons en bois dans la région bordelaise et qui est un sociétaire Enercop où Marc travaillait et qui nous avait dit venez me voir, on prend quelques heures, on discute, je vous montre les bases. Et lui, en fait, il nous a levé ce frein qu'on avait eu à travers différentes rencontres avec des archis, notamment, qui nous disaient « Oh là là, mais avec le budget que vous avez, vous construirez une cabane de 50 mètres carrés, c'est tout, c'est pas possible, vous y arriverez pas. » Lui, il nous a balayé tout ça. Il nous a dit « C'est bon, vous allez le faire, vous allez y arriver, on va prendre les trucs dans le bon sens. » Donc Jean-Louis, ça a été un très très grand facilitateur de ce démarrage. On a eu de l'aide du côté du CAUE aussi de la Dordogne, qui juste nous a aidé à mettre en place, à présenter le permis correctement, en fait, à faire en sorte qu'il ait une présentation normée et que on n'ait pas à y revenir 50 fois. Et on a fait la formation ProPaille tous les deux, qui nous a permis aussi de poser plein de questions, de découvrir comment se construisait une maison en paille à ce moment-là. Et c'est grâce à tout ça que j'ai pu dessiner l'ensemble des plans de la maison. Donc j'ai tout fait, y compris les plans, le plan d'exécution et tout ça. Et en fait, ça c'est vraiment un truc que je trouve super important et que je ne peux que recommander aux autoconstructeurs et autoconstructrices, c'est que il faut impérativement s'approprier ces plans. Parce que quand tu les dessines, tu es obligé de visualiser les jonctions, en fait. Donc, ton bas de mur, comment il va se lier à ta dalle, comment tu fais ton étanchéité à cet endroit-là, comment tu passes d'un matériau à l'autre, en fait, comment tu les imbriques l'un l'autre. Et si tu as cette réflexion-là en amont, en fait, c'est ultra facilitant parce que tu peux te projeter, tu peux faire un planning, tu peux passer tes commandes avant, tu es en maîtrise, en fait, de ton chantier et t'es pas dépendant des autres tout le temps. Ouais, ça c'est les détails, le dessin technique, c'est vrai que c'est hyper utile parce que ça permet, comme tu le dis, de se projeter, de visualiser la suite. Et ça évite d'avoir un dessin et de se rendre compte au moment du chantier qu'en fait c'est pas faisable, on sait pas le faire, ou alors il faut des matériaux qu'on n'a pas prévus, etc. Donc cet exercice-là, il est très... À la fois il est difficile parce qu'il faut quand même plonger dans le détail de la réalisation. Mais il est rassurant et il permet de gagner du temps par la suite, c'est essentiel. Super, écoute, tu as parlé un petit peu des matériaux en évoquant la paille. Est-ce que comme vous avez une maison qu'avec des matériaux locaux, naturels, moi je la trouve magnifique, est-ce que tu peux nous décrire du coup la philosophie derrière le choix des matériaux? Tu l'as un petit peu abordé déjà. Et puis du coup, quels sont ces matériaux que vous avez utilisés pour les différents ouvrages de la maison? Tout à fait. Effectivement, on avait à cœur que notre maison elle soit construite avec des matériaux les plus locaux possibles et qui ait une empreinte, pas que carbone, mais une empreinte globalement limitée. Donc on a une maison, je vais la prendre du bas en haut, ça va être plus facile. Donc il y a déjà ces fondations, c'est des technopieux. Les technopieux, c'est des grands pieux en acier qui sont vissés dans le sol.
jusqu'à obtenir une portance suffisante. Donc en fait, nous, on a des pieux qui sont en moyenne à 6 mètres de profondeur, mais on en a un qui est descendu, et en fait qui est tombé dans une faille karstique, puisqu'il y a quand même 30% du territoire national qui est constitué de karst, et qui est descendu à 22 mètres. Et ça, c'est pourquoi je dis ça et j'insiste, parce qu'en fait, si on avait fait des fondations en béton, en plus de bousiller le sol en fait de façon complètement durable, d'avoir un énorme bilan carbone par rapport au béton, et surtout d'avoir participé au raclage du fond, des plages pour obtenir du sable pour le faire, on aurait sans doute eu des fondations qui auraient cassé en fait sur notre terrain argileux à cause de cette faille-là. Donc là, on a quelque chose qui est très pérenne, qui est très agréable aussi quand on autoconstruit, parce que en une journée, ils viennent, ils posent les pieux, ils s'en vont, c'est propre, c'est fait, on passe à la dalle. Donc après avoir fait des fondations cyclopéennes pour l'atelier, qui ont pris 3 semaines, et où une fois que tu es très très fatigué, tu arrives juste à une fondation qui te remet ton sol à plat, c'est extrêmement satisfaisant de passer par Technopieux pour faire ces fondations de maison. Donc il y a eu ce point-là que j'ai beaucoup développé sur le blog, où j'ai calculé le bilan carbone et tout, et où je me suis rendu compte qu'en plus c'était de toute façon le meilleur choix qu'on pouvait faire sous tous les aspects en fait pour notre maison. On a une dalle bois qui est faite en Douglas. Tout notre bois vient de la scierie du Périgord vert. Donc en fait, c'est des bois qui viennent de Dordogne et de Corrèze principalement. Enfin, on va dire du Limousin et tout ça. Ça reste très local. On a l'ensemble du bois d'ossature de la maison qui est soit en mélèze, soit en Douglas en fonction des sections. On a effectivement choisi d'isoler en paille, donc c'est des bottes de paille, des petites bottes. On a ensuite un enduit terre qui est fait avec la terre de notre terrain, puisque on a creusé des fouilles pour mettre des cuves de récupération d'eau, et on a gardé cette terre-là pour faire nos enduits. La dalle, enfin les deux dalles, la dalle de rez-de-chaussée, la dalle intermédiaire, ainsi que la toiture sont isolées en ouate de cellulose insufflée. Donc ça, on est passé par Wateco, qui est une boîte du sud-ouest aussi. On a des plafonds qui sont en sapin du Jura. Donc là, on a galéré comme tout pour trouver ce lambris-là, parce que quand on cherche du lambris épicéa, en fait partout ils proposent de l'épicéa du nord, comme ils disent, mais qui vient du coup des pays nordiques. Et on a a priori trouvé une des seules boîtes qui fait du lambris en France avec de l'épicéa, et on lui a fait livrer son stock pour pouvoir faire notre plafond de maison. On a du parquet partout, qui est soit en châtaignier, soit en acacia dans les pièces d'eau. Et donc pareil, ça vient de Dordogne. Que dire encore sur les fenêtres, les menuiseries. On a des menuiseries qui sont issues des menuiseries franc-comtoises, donc pareil dans le Jura. Fabrication ultra locale avec une grande performance, une entreprise à taille humaine et qui a un gros engagement social, y compris pour le travail des femmes. Donc pareil, ça parlait beaucoup à nos valeurs. Et ce qui est très avantageux quand on travaille comme ça en local et avec des acteurs de proximité, c'est que on a un vrai lien qui se tisse avec. Et il y a une forme de participation au projet de leur part qui est pas du tout la même que quand on s'adresse à des grosses boîtes. Voilà. On en a fait l'expérience quelques fois pour quelques bricoles comme la porte d'entrée par exemple, le rapport est pas du tout le même, quoi. Que dire, dehors on a fait du coup un bardage en mélèze, je le disais tout à l'heure, qui vient aussi de la scierie du Périgord vert. Et après à l'intérieur, côté cloison, on a sur de l'ossature bois, donc il n'y a pas de rail de placo et tout ça chez nous, on est tout en bois, avec du fermacell en parement, et à l'intérieur une isolation en biofibre trio, qui est du coup un isolant en ouate, lin et chanvre, qui est surtout là pour la performance acoustique en fait. Ça donne envie, hein, ça donne envie on sent déjà le confort que peut procurer ce type de matériaux, les intérieurs chaleureux avec le bois, la terre crue, etc. Donc c'est certainement très agréable. Par rapport au confort, justement, est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'approche de conception que vous avez pris en compte pour essayer d'atteindre un meilleur confort?
Alors, du côté des ouvertures, déjà, on a fait le choix de mettre du triple vitrage au nord. Donc, notre partie nord, c'est une partie qui est ventée. On n'a pas voulu se fermer le nord parce que, en fait, on a une très belle vue de ce côté-là. On a de la lumière qui rentre bien. Et ça nous paraissait pas cohérent d'occulter complètement et de fermer le nord. Donc, on a ouvert, mais en mettant du triple vitrage. Sur les autres baies, on est sur du double vitrage, mais avec des menuiseries très performantes. L'idée, c'est qu'on puisse effectivement faire rentrer de la chaleur à la mi-saison, l'hiver un petit peu, et puis que par contre, l'été, ça va nécessiter qu'on finisse les aménagements pour protéger nos vitrages des apports lumineux en été. Donc côté terrasse, on a prévu de faire une pergola qui va nous empêcher le soleil de rentrer. Côté sud, on a prévu de faire des sortes de panneaux coulissants en fait qui vont se fermer un peu comme des claustras au final devant les fenêtres pour empêcher le soleil de rentrer. Alors temporairement l'été dernier, on a mis des rideaux extérieurs. Ça fait le job pour protéger le vitrage du soleil. C'est moins joli, moins agréable, mais c'est pas grave, ça fait le boulot. On a fait effectivement beaucoup d'ouvertures côté sud. Et on a choisi de pas ouvrir à l'ouest parce qu'en fait, on est parti du principe que une maison qui est bien isolée, c'est pas très difficile de la chauffer. Par contre, c'est très difficile de protéger une maison des apports solaires l'été. On avait peur de la surchauffe, nous, parce que aussi une maison très bien isolée, ça veut dire qu'une fois que la chaleur est rentrée, elle ressort pas comme ça. Donc on a pris le parti de faire aucune ouverture à l'ouest en dehors de la porte d'entrée, qui elle-même est protégée par le garage et sera protégée demain en plus par une verrière ou quelque chose comme ça. Donc on a une façade aveugle côté ouest et on n'a strictement aucune ouverture de toiture. Et ça c'est pareil, ça aurait été ultra intéressant pour la lumière d'avoir un Velux par exemple à l'étage, dans les chambres des enfants ou dans la partie bureau. Mais c'était hors de question, à la fois à cause des risques de surchauffe, à cause des risques climatiques comme la grêle par exemple, et aussi parce que en fait on a voulu limiter sur chacune des phases les risques d'infiltration ou ce genre de truc là. Donc on sait qu'un Velux, c'est une ouverture dans le toit. Ça veut dire que s'il y a un moment donné, il y a un espace qui est mal jointif ou autre, en fait on risque d'avoir une infiltration d'eau et qui dégrade beaucoup la toiture. Donc on a mis tout ça de côté et on a privilégié la performance sur ces choses-là plutôt que certains besoins ou esthétiques qu'on aurait aimé, mais voilà. Ok, donc on voit encore là la philosophie aussi de se projeter dans la durée sur la conception et la réalisation de cette maison en se disant un Velux c'est intéressant, mais potentiellement dans 10, 15, 20 ans, ça peut fuir ou il peut y avoir un problème. D'autant plus quand on fait une autoconstruction et que forcément on n'a pas 20 ans d'expérience de mise en œuvre derrière nous. Donc, ok, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu des systèmes énergétiques que vous avez mis en place? Est-ce que déjà vous aviez une envie d'autonomie énergétique sur le site? Est-ce que vous êtes raccordé aux différents réseaux collectifs publics? Comment ça se passe dans la maison? Alors le seul réseau collectif auquel on est raccordé, c'est l'électricité. On s'est longtemps posé la question de qu'est-ce qu'on fait sur ce plan-là. Au départ, on était parti dans l'optique d'avoir de l'autonomie aussi en électricité. Mais on n'était pas archi convaincus non plus par ça parce que on est conscient qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie de produire des systèmes qui sont autonomes et que la façon la plus efficace de gérer l'électricité, c'est de faire du commun. Pour autant, on est aujourd'hui face à une autre problématique, c'est que on est autonome en eau, ce qui veut dire qu'on dépend de l'électricité pour activer la pompe, pour avoir l'eau du robinet. Pareil, en cas de tempête, si on a plusieurs jours où on est coupé, alors quand ça dure une journée ou deux, on peut s'arranger, on trouvera des solutions. Mais si c'était coupé sur une plus longue durée, on serait bien embêté. Donc, on a récemment décidé de plutôt se trouver, alors un générateur, on verra sur quelle source d'énergie, mais un générateur pour avoir un dépannage en cas de besoin. Mais on va rester connecté au réseau parce qu'en plus, on a une maison qui est quand même très économe en énergie.
Il y a vraiment pas beaucoup de choses qui fonctionnent sur l'électricité chez nous. C'est aussi volontaire parce qu'on veut pas dépendre d'une source par exemple, pour fermer nos volets. On n'avait pas du tout envie d'avoir des systèmes électriques sur tout ça parce que on n'a pas envie de se retrouver enfermé dedans en fait quand il y a plus d'électricité ou enfin bref, il y a des systèmes de débrayage manuel parfois, mais pas tout le temps. Ça m'est arrivé personnellement de rester coincé à l'intérieur de chez moi comme ça en cas de coupure d'élec. Donc effectivement, on a pensé ça de cette façon-là pour l'électricité. Pour l'eau, on est autonome, donc on est complètement débranché du réseau. On a enterré 21 mètres cubes de réserve, donc on est connecté à la toiture de la maison. On a un système de filtration forcément à l'intérieur qui nous permet de faire un premier niveau de filtration pour le général. Et ensuite, quand on arrive à l'eau de consommation, on a un berquet, donc juste une colonne filtrante par gravité. Donc ça, c'est pour l'approvisionnement en eau. On a un système d'eau chaude solaire, donc avec un ballon 300 litres, avec 2 capteurs en façade. Pareil, on n'a pas mis en toiture. Encore une fois, dans l'idée de pas percer le toit, de pas être sujet au vent qui viennent du nord, etc. Donc on a nos capteurs solaires en façade sud sur la coursive. Même l'hiver, on voit que ça chauffe super bien, donc c'est très efficace. Dès qu'il commence à y avoir assez de lumière, il n'y a même pas besoin que ce soit grand soleil pour commencer à chauffer, quoi. Pour la fin du cycle de l'eau, on a des toilettes sèches, donc toilettes sèches à litière au rez-de-chaussée, et on a installé des toilettes sèches à séparateur à l'étage, puisque c'est plutôt des toilettes pour la nuit. Donc on s'est dit que c'était plus efficace de faire comme ça là-haut. Et enfin, sur la filtration, on est en pédoépuration. Donc là, c'est une simple tranchée filtrante. C'est pas du tout conforme. Enfin, il n'y a pas de certificat de conformité possible du côté du SPANC. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est interdit de le faire. On n'a pas de rejet toxique dedans. On est bien évidemment extrêmement vigilant à ce qu'on met dans l'eau qui sort de la maison. On n'utilise pas de produits chimiques ou autres. Donc en fait, c'est des savons qui partent et ça, c'est pas bien grave. C'est filtré, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça nous paraissait plus facile de faire ça plutôt qu'une phytoépuration. Et de toute façon, on n'a pas tout à l'égout ici. On est vraiment en zone rurale, dans un hameau reculé, donc il n'y avait pas de solution collective sur ce genre de choses-là. Ok, donc sur l'eau, pour préciser, comme vous êtes évidemment en toilette sèche, c'est uniquement l'eau de la cuisine et de l'hygiène corporelle qui est évacuée et filtrée. Donc pédoépuration, c'est la filtration par le terrain naturel finalement, par les différentes couches du sol et puis les systèmes éventuellement racinaires de la végétation qui est à proximité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça a l'avantage de permettre un retour de l'eau beaucoup plus rapide en fait au sol, parce que dans son cycle, on l'interrompt un petit temps, le temps de l'utiliser, et elle retourne à son élément naturel. Donc c'est aussi une démarche qui nous plaît dans un monde dans lequel l'eau devient un sujet de tension de plus en plus fort. Donc se dire qu'on n'interrompt pas trop le cycle de l'eau, ça nous va bien aussi. Et pour le stockage, donc c'est des cuves en béton pour le coup, pour le stockage de l'eau, ça c'est quand même recommandé généralement pour différentes réactions chimiques intéressantes. C'est ça, c'est le seul usage du béton qu'on a eu pour la maison. Et effectivement, c'est le plus performant, le plus durable, surtout qu'on a choisi des cuves qui sont en forme de bulle, donc c'est vraiment des cuves sphériques qui ont donc une meilleure résistance aussi aux appuis. On sait que ces formes-là, elles ont une meilleure résistance. Donc dans un sol très argileux et qui peut bouger comme le nôtre, c'était intéressant aussi. Et c'est 3 cuves de 7 mètres cubes chacune, qui sont enterrées juste devant la maison et qu'on a enterrées d'ailleurs avant même de commencer la maison, parce que sinon on pouvait plus passer après avec la pelleteuse pour les amener une fois qu'on avait commencé les fondations, la dalle et tout ça, quoi. Ok, super. Et pour le chauffage? Uniquement un petit poêle, tout petit poêle. Un poêle à bûche? Un poêle à bûche, ouais. Encore une fois, dans l'idée d'être autonome là-dessus, et on a largement assez de bois, même juste avec l'entretien pour l'alimenter. Là, on est encore sur des chutes de construction aussi, parce que clairement, on en a pas mal. Des chutes de coupe. Et un petit poêle à bûche, et on n'a aucun radiateur, on n'a rien du tout en plus en fait. On a passé l'hiver comme ça sans problème.
En fait, le seul moment où on a eu un petit souci, où on trouvait que c'était pas terrible, c'est pas lié au poêle, c'était juste lié à la porte d'entrée sur laquelle on a un problème et qui a une entrée d'air. Donc on attend les beaux jours pour la déposer et la reposer pour voir si on règle le problème. Mais effectivement, le tout petit poêle, là, je crois que c'est un 4 kilos, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est le plus petit qu'on ait trouvé dans les modèles qui ont un appel d'air extérieur. Et en fait, effectivement, il suffit à chauffer toute cette maison qui fait quand même, je l'ai pas dit, mais 133 mètres carrés habitables. Ok, donc quand même une belle surface, un beau volume. Et donc c'est pas un poêle de masse, c'est juste un poêle à bûche classique. Et où est-ce que vous l'avez disposé justement pour avoir une homogénéisation, une répartition de la chaleur optimale par rapport à vos différentes pièces? Il est dans la pièce de vie, côté nord. Il est entre la cuisine et la salle à manger, en fait. De toute façon, alors, on aurait bien aimé l'avoir dans la partie salon, plutôt, parce que c'est toujours agréable d'aller se poser dans le canapé et d'avoir le poêle à côté, plus que quand on est en train de manger, par exemple. Mais là aussi, il y a des paramètres techniques importants à prendre en compte. Et notamment l'orientation de la sortie des fumées, enfin pas des fumées parce qu'il n'y en a pas normalement, mais bon, du conduit. Et surtout, on a le solivage dans un sens au niveau de la dalle intermédiaire, puis on a le chevronnage dans l'autre sens. Donc en fait, il fallait tomber dans cet interstice-là si on voulait avoir une sortie directe droite, sans coude. Et en fait, on avait un emplacement privilégié pour ça. Et voilà. Après, on s'est dit il y a pas longtemps qu'on aurait pu le placer côté sud, à l'opposé de là où il est aujourd'hui, en bas de la cage d'escalier, parce que aujourd'hui, on voit que l'air chaud monte pas tant que ça. En fait, on a eu l'habitude dans notre maison pas isolée de Bordeaux que l'air monte complètement aspiré par l'étage. Et on était obligé de mettre un rideau en bas de l'escalier pour arriver à conserver de la chaleur au rez-de-chaussée. Alors là, c'est pas du tout le cas. On s'est même dit que, comme on n'a pas terminé l'enduit côté sud, on allait peut-être refaire une saignée pour monter une prise au-dessus de la cage d'escalier. Et si un jour on veut mettre un ventilateur, enfin un brasseur qui fasse monter l'air, on pourra. Après, on n'a pas eu froid cet hiver dans nos chambres, donc c'est pas indispensable. Mais on s'est dit qu'on allait le prévoir au cas où, quoi. Ok, merci. Et pour la ventilation, est-ce que vous avez un système mécanique pour le renouvellement d'air? Ouais, tout à fait. On voulait pas en mettre au début, et puis on a pris conscience quand on posait nos fenêtres qu'on était en train de poser des menuiseries de grande qualité et très performantes, et que du coup on allait faire une bonne étanchéité, et que quand on fait une bonne étanchéité, c'est peut-être un peu dommage de pas ventiler comme il faut. On a eu des retours de gens qui avaient des enduits partout et qui malgré tout, parce qu'on parle beaucoup du pouvoir d'hygrorégulation des enduits terre, on a quand même eu des retours de gens qui avaient des soucis de moisissure sur leurs fenêtres malgré les enduits, parce que on produit quand même beaucoup de vapeur dans une maison, et que quand on fait des maisons très étanches, ça a des avantages et des inconvénients. Donc on a effectivement opté pour une solution mécanisée. Par contre, on voulait pas de ventilation centralisée. Donc la fameuse VMC qui est installée partout, on n'aimait pas parce que il y a de l'entretien, il y a du consommable, et il y a des gaines surtout à faire passer partout. Donc faux plafond, ou en tout cas des solutions pour les faire passer. On a expérimenté plusieurs fois dans d'autres logements des ventilations bruyantes, parce que c'est difficile de poser comme il faut une double flux centralisée. Et un ami qui a un bureau d'études sur tout ce qui est thermique et tout ça, nous parle d'un système qui existe en Allemagne, qui est une ventilation double flux décentralisée. Donc on a opté pour ça, c'est chez Inventor, ça s'appelle. C'est le nom de la marque. En fait, c'est des bouches qui ont un diamètre d'à peu près 20 cm, donc qui sont traversantes dans les murs. On en a une dans la pièce de vie, une dans chaque chambre et une dans la salle de bain. Et à l'intérieur de ce conduit, on place un système dans lequel il y a un ventilateur, comme un ventilateur d'ordinateur en fait, un petit truc à 3 watts, et on place un accumulateur en céramique qui est en fait, c'est comme un nid d'abeilles en céramique, et qui permet de capter la chaleur en sortie pour la restituer à l'air froid quand il rentre. Donc on n'a pas une déperdition thermique importante grâce à ce système. C'est très adapté aux murs épais, parce que
crois qu'il faut avoir au moins 30 cm d'épaisseur de mur de toute façon, mais nous là on est à 50 ou 55, donc voilà. Ça nous permettait encore une fois de pas percer le toit, puisque toutes nos bouches de ventilation sont en murale. Et donc ces bouches, elles fonctionnent en duo. Il y en a une qui est en entrée d'air pendant que l'autre est en sortie. Il y a que celle de la salle de bain qui fonctionne de façon indépendante sur un hygrostat. Voilà. Ça veut dire qu'en termes d'installation, en fait, on fait le trou dans le mur, on positionne les bouches, et ensuite on a juste un petit fil électrique à amener jusqu'à un point central où on a notre commande. Donc nous, c'est dans le cellier, on a le boîtier de commande à cet endroit-là. Ouais, c'est un système intéressant effectivement pour s'affranchir des réseaux de gaines qui peuvent être assez contraignants dans la conception et la mise en œuvre de ce type d'installation. Ouais. Ok, super, merci. On a fait un bon tour de la conception de la maison. Est-ce que tu peux partager aussi des éléments de coût éventuellement par rapport à ce projet peut-être un budget initial que vous aviez estimé, puis finalement le budget final maintenant que vous arrivez à la fin. Peut-être aussi des coûts, voilà, tous les imprévus, tous les aléas que vous n'aviez pas imaginés, voilà, qui sont venus s'ajouter à ce projet. Ouais, tout à fait. C'est important de parler d'argent parce que c'est dur quand on commence à se lancer dans un projet, notamment d'autoconstruction et qu'on n'y connaît rien, d'estimer un peu les postes. Nous là, on est hors autonomie en eau. En fait, j'avais fait exprès de sortir ça du budget pour en parler, parce que tout le monde a pas cette volonté. Donc j'étais restée vraiment sur la partie constructive. On avait calculé, on était à 118 000 euros pour la maison, ce qui représente, j'avais noté 887 euros par mètre carré. On est au-dessus du budget qu'on s'était donné au départ parce qu'on était plutôt aux alentours de 90 000 euros dans notre idée. Et c'est comme d'hab, en fait, ça dépasse. Après, on s'est permis de dépasser. C'est-à-dire que je parlais des fenêtres juste avant. C'est vraiment le jour où on a reçu nos fenêtres et où on les a posées, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on soit vigilant sur l'étanchéité. Et l'étanchéité, c'est un poste en fait qui, mine de rien, mis bout à bout entre les scotch de jonction, les différentes mastic-colles comme l'Orcon ou ces choses-là, en fait, ça représente vite du budget supplémentaire. Donc ça, c'était difficile d'anticiper sur le budget initial, le niveau de finition qu'on allait faire. Après, on n'est pas parti au départ dans l'idée de faire la maison la moins chère possible. On est parti dans l'idée de faire une maison qui nous ressemble, qui nous plaise, en restant dans un budget qui soit inférieur à du budget si on achetait une maison faite et tout ça, quoi. On voulait vraiment qu'il y ait quand même qu'il y ait un équilibre entre les deux, quoi. Et sur le budget de la maison, c'est 33% de bois. Donc tout poste confondu, ossature, charpente, parquet, terrasse, bref tout ça. 33% c'est le bois, c'est-à-dire à presque 40 000 euros en fait de bois, en sachant qu'on a passé toutes nos commandes avant les augmentations de prix, on les a passées dans l'hiver 2020-2021. Aujourd'hui, il y aurait un billet en plus sur un poste comme celui-ci. On a ensuite les menuiseries qui sont le deuxième poste, c'est 20% du budget, c'est 23 000 euros à peu près. Et en troisième position, c'est les fondations. Voilà. Donc les technopieux, on en a eu pour 13 000 euros à peu près à l'époque. Pour la maison plus la terrasse et la coursive, enfin un petit peu tout. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois gros postes. Après, il y a l'accompagnement qui est pas compté là-dedans. Et parce qu'on a choisi de se faire accompagner et c'était vachement important pour nous comme on n'y connaissait rien. C'était une très bonne formule parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui vient. Alors nous on a pris sur les lancements de phase. Donc chaque fois que tu démarres une nouvelle étape, t'as le pro qui est là et qui te montre comment faire les bons gestes, à quoi il faut faire attention, qui te prépare sur faut acheter telle taille de vis, tel type, tu les prends comme ça, machin. En fait, ça donne vraiment beaucoup d'indications et ça te permet de faire les choses correctement dès le départ, de pas défaire pour refaire en fait. Et là sur l'accompagnement, on est à peu près à 14 000 euros. Donc c'est un gros poste aussi qui vient en plus des 118. D'accord. Mais globalement, c'est juste pour
pour donner des ordres de grandeur, mais une maison équivalente, pas autoconstruite, ça coûte certainement au moins 3 fois plus cher. Pour 133 mètres carrés, aujourd'hui, on sait pas trop, quand on le fait faire, on sait pas construire en dessous de 2500 € du mètre carré. C'est avec des matériaux de qualité, c'est compliqué. Donc, c'est pour mettre un peu de perspective. Je voulais du coup aborder la question des apprentissages. Merci pour ce partage. D'ailleurs, oui, je précise que tu as fait un article détaillé sur le sujet des coûts sur ton blog, sur le blog Artisane de ma vie. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc, pour les personnes que ça intéresse, ils peuvent aller consulter le détail de cette répartition des coûts que tu viens d'évoquer. Pour rester sur un peu sur l'aspect apprentissage, une question évidemment qui vient, c'est comment on s'organise pour mener un tel projet quand on travaille, quand on a une famille, quand on a 2 enfants, voilà, comment ça se passe pour réussir à s'organiser et à pas tout balancer au bout de quelques mois, quelques années, parce que on voit que ça avance pas comme on veut, etc. Ouais, grande question. Effectivement, c'est pas évident. Hier, on en parlait avec Marc là en préparation un petit peu d'aujourd'hui. On s'est fait un petit retour là-dessus et on s'est dit qu'en fait, il y avait un point crucial, c'est la planification. On a effectivement pris le temps de tellement détailler les plans que on a fait des listings de tout ce dont on avait besoin. Et en fait, quand on s'est lancé, on s'est mis 3 mois pour atteindre le hors d'eau. Donc en fait, on a tenu ce planning-là parce que pendant l'hiver précédent le lancement des travaux, on a passé toutes les commandes et on a fixé des semaines de livraison pour chacun des postes. Et en fait, on n'a pas eu à se soucier de ça quand on a démarré le chantier. On s'est retrouvé à dérouler en fait le programme avec nos livraisons qui arrivaient. On n'avait même plus besoin de s'en occuper en fait. Et ça, c'était d'un grand confort parce qu'on avait fait la boulette sur l'atelier avant de devoir tout gérer à la fois. Les commandes, les ruptures de stock éventuelles, tout ça. Donc comment on modifie derrière tout ça en même temps que il y a la journée de travaux. Et ça c'est un truc qui est ingérable. Donc là, effectivement, on avait dit 3 mois hors d'eau. Et on a eu l'aide de mes parents qui sont venus pendant 5 semaines chez nous, qui sont venus s'occuper des enfants pour qu'on puisse vraiment démarrer ces travaux à fond. Et on s'est relayé. Alors, avec Marc, c'était important et essentiel depuis le début. Moi, je voulais pas qu'il fasse la maison. Je voulais qu'on fasse la maison ensemble. Et en fait, c'est super important. Et sur le démarrage, ça a permis de faire, je crois qu'on a fait 1 semaine ou 10 jours à fond tous les deux sur la dalle et tout. Et dès qu'on est passé en fait à l'ossature des murs, l'ossature, c'est moi qui l'ai faite par exemple en très grande majorité. Parce que c'était abordable pour moi en termes de force physique. Sur la charpente, c'est plutôt lui qui l'a faite avec l'accompagnateur, parce que là, c'est des trop grosses pièces. Moi, je peux rien faire face à ça. Et en fait, on s'est beaucoup répartis. Ça nous a laissé à chacun des temps de pause, en fait, des temps de repos, on va dire, entre deux. Et ça a permis d'atteindre cet objectif du hors d'eau. Et après, sur la durée, réellement, je pense que la planification, c'est important. Se dire dans quel ordre on veut prendre les choses, essayer de faire en sorte qu'on voit où on va en fait, et puis accepter que ça n'ira jamais aussi vite que ce qu'on imagine ou qu'on voudrait. Voilà. Et du coup, vous avez pris des disponibilités professionnelles ou comment vous faisiez? Vous travailliez le soir, le week-end, pendant les vacances? Alors moi, au moment du démarrage du chantier, je travaillais pas. On avait notre petit qui avait 2 ans et j'avais pas repris le travail et donc on s'est dit que ça faisait partie du projet que je travaille pas pendant encore au moins 1 an pour pouvoir avancer le chantier. Marc de son côté, il était salarié avec un contrat il était à 70%. Et sauf qu'il est à 70% en forfait jour et lissé sur l'année. Donc en fait, il a condensé son temps de travail sur la fin de l'automne et l'hiver, et puis le printemps et tout. Mais en fait, sur la période de avril à septembre, il était vraiment beaucoup plus dédié à la maison. Donc on a eu des grandes plages de travaux où on a pu avancer, mettre des grands coups. Puis après, l'hiver, c'était plus ralenti. Puis l'hiver, c'était moi qui m'en occupais toute seule pendant que le petit était chez la nounou et la grande à l'école, quoi.
Voilà. Ok, ok. Et du coup, donc tu disais tout à l'heure que vous avez déposé un premier permis courant 2018, il me semble. Là, on est début 2024, la maison, elle est terminée quasiment. Donc c'est sur quelques finitions sans doute, et puis des projets annexes, mais globalement, entre le début des Technopieux, on va dire, et puis vous y êtes installé d'ailleurs à quel moment, quand c'était à peu près terminé, où il y avait encore des pièces à faire, comment vous avez organisé cette transition et l'aménagement? On a emménagé l'année dernière, ça va faire 1 an au mois d'avril, donc on a emménagé au bout de 2 ans de travaux, en fait. Et quand on a emménagé, on avait pas terminé du tout. On avait une chambre qui était pseudo-faite, c'est-à-dire avec, il y avait les plafonds partout, mais il y avait le parquet que dans cette chambre-là. Dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine cellier, en fait. Parce qu'on voulait pouvoir poser des meubles dans la cuisine, il allait falloir qu'on amène l'eau et qu'on ait un évier. On a emménagé sans évier, hein. On a emménagé avec un plan de travail en OSB posé sur des caissons comme ça, un peu à l'arrache, et avec une bassine pour aller faire la vaisselle dehors. Mais ça a pas trop duré, heureusement. On a fini la cuisine dans le mois qui a suivi. Enfin, fini. Elle n'est pas finie, mais en tout cas, on l'a rendue utilisable et avec un vrai plan de travail et un robinet dans le mois qui a suivi. On avait une salle de bain qui était terminée en emménageant. On avait des toilettes fonctionnelles et donc on avait une chambre propre. Et au début, pendant une semaine, je crois, on a dormi tous dans la même chambre. Après, on s'est fait notre chambre à nous pour pouvoir emménager dedans. Enfin, en fait, on a fait progressivement. On voulait rentrer dans la maison parce qu'on était en location à côté et qu'on avait anticipé dans notre budget d'avoir 2 ans de location. Mais là, on était déjà à 2 ans et demi et en fait, il fallait que ça s'arrête. Donc, c'était aussi une raison financière qui nous a poussé à rentrer dans la maison. Puis c'était aussi psychologique, c'est-à-dire que l'idée de encore faire traîner et puis après, jusqu'à quel moment tu fais traîner. Bon, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a moins de confort aujourd'hui pour faire des travaux parce que bah tu fais plus attention à la poussière quand tu vis dedans, parce que c'est un jeu de chaise musicale où tu pousses ton matériel d'un endroit à l'autre en fonction de là où tu travailles et de la place que tu as besoin de libérer. Donc c'est moins confortable, mais au moins on est dans la maison. Ok. Enfin, c'est pas si mal, hein, 2 ans de travaux en autoconstruction. Franchement, c'est hyper bien même. On va avancer un petit peu vers la dernière partie du podcast. Est-ce que tu aurais, par rapport à ce chantier, un meilleur souvenir et puis un souvenir un petit peu moins sympa de quelque chose qui s'est pas passé comme vous le souhaitez? Alors je commence par le moins sympa, ça me vient tout de suite. Les insectes. On a eu la mauvaise idée, clairement ça c'est un truc qu'on referait pas, de contreventer notre ossature avec un voligeage à 45 degrés. Et en fait, bah, c'était pas l'idée du siècle parce qu'on a eu des voliges qui avaient des vrillettes dedans, qui nous ont bien fait flipper. Il y avait quelques trous de Capricorne aussi, on s'est rendu compte. Donc on a mis le chantier en pause pendant quelques jours, le temps d'aller s'approvisionner en Wood Bliss pour pouvoir traiter avec un produit qui est pas trop dégueu en fait, pour pouvoir traiter l'ensemble de l'ossature, des bois mis en œuvre et tout ça. Donc on a eu un gros coup de flip en fait à ce moment-là, un peu l'impression d'être en train de monter un projet qui risque d'être entièrement détruit par les insectes. Tu vois, en fait, c'était vraiment le scénario catastrophe dans nos têtes, quoi. À ce moment-là, ça c'est vraiment, c'était une grosse période de tension. Et dans les souvenirs très positifs, il y en a plein. Et je dirais que dans les récents, en tout cas de l'année dernière, il y a la fierté d'avoir fait l'escalier nous-mêmes. C'est marrant, c'est un point de détail, hein, mais c'est un truc en fait où c'est difficile de se rendre compte de la difficulté du truc quand on n'a jamais fait. Parce qu'on parle pas d'un escalier avec juste 2 morceaux de bois et des marches posées comme ça. Enfin, c'est pas un escalier de chantier. On parle de quelque chose qui est vraiment plus en dur et qui a été assez galère à faire quand même. Mais on est ultra fiers et on a fait une belle économie en plus dessus.
puisque au final, on a un escalier qui va nous revenir une fois qu'on aura fait les marches définitives à peu près à 500 €, alors qu'on avait des devis à 8 000 € en fait pour la même pièce. Mais ça, par contre, techniquement parlant, c'était très satisfaisant, donc c'est un super souvenir d'avoir fait ça l'hiver dernier. Ok, excellent. Et là, à chaud, sur les premiers mois d'habitation, c'est quoi le plus gros cadeau de ce projet? Est-ce que c'est, on pourrait penser, c'est peut-être juste, entre guillemets, la fierté d'avoir autoconstruit sa maison, ce qui est quelque chose d'énorme et d'important pour beaucoup de gens dans une expérience de vie. Est-ce qu'il y a un cadeau un peu plus caché qui finalement ressort après, peut-être plus sur les expériences humaines ou des choses comme ça? Oui. Alors, je vais t'en donner 2 des cadeaux parce que comme ça, j'ai demandé à Marc ce qu'il en pensait aussi. Il y a un point sur lequel on est tous les 2 d'accord, c'est que, en fait, on est très fiers du modèle que ça donne aux enfants. Ce côté où, il y a rien d'infaisable quelque part. Tu prends le temps, t'apprends et tu fais, t'essayes, et en fait, c'est en essayant que tu vois si tu peux y arriver. Et en fait, nous, ça a beaucoup repoussé nos limites. Ça nous a vraiment, enfin, c'est très empuissançant en fait, hein. C'est que tu vois un truc que tu t'imagines pas capable de faire forcément, tu te lances quand même dedans. Tu galères, hein, des fois, mais par contre, en fait, c'est vraiment, ça te donne cette notion de, en fait, faut que j'essaye pour savoir si je peux faire ou pas. Et en fait, tu te rends compte que tu peux faire énormément de choses. Il y a vraiment ce côté où il y a rien d'impossible quelque part. Donc ça, c'est génial, et on trouve que pour les enfants, c'est un super exemple. Voilà. Et moi, il y a un cadeau un petit peu plus personnel que ça m'a fait, c'est que je n'imaginais pas avoir la possibilité d'accéder à la propriété, en fait. Et aujourd'hui, non seulement j'accède à la propriété, mais en fait, c'est surtout pour une maison qui me plaît vachement. C'est une très belle maison à mon sens. Donc, je me retrouve pas propriétaire d'un truc où je me dis que oui, bon ben voilà, c'était dans mon budget, mais que en fait, ça me va pas trop, où je cherche sans cesse à faire des bricolages et des trucs pour cacher ce qui me plaît pas. Non, en fait, ça me ressemble, c'est chez moi, c'est moi qui l'ai dessiné, et en plus, voilà, c'est chez moi, quoi. Excellent, excellent. Ouais, j'aime beaucoup l'apprentissage aussi sur la transmission aux enfants et voilà, le message qu'on essaie de donner. C'est super intéressant, bravo. On arrive à la fin de l'interview. J'ai l'habitude de poser 2 petites dernières questions. Est-ce que tu aurais des ressources, un livre ou des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent sur peut-être des livres qui t'ont aidé dans ce processus ou qui t'ont inspiré de manière un petit peu plus large dans ce projet? Oui, alors je ferai pas le synopsis du livre, mais par contre, il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué dans l'état d'esprit, c'est Soufi mon amour de Elif Shafak, et qui a beaucoup résonné chez moi dans ce côté être heureux dans sa vie, en fait, trouver ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie d'avancer, ce qui fait que humainement tu grandis, en fait. Donc voilà, c'est pas du tout en lien avec la construction, c'est plutôt en lien avec la construction de soi pour le coup. Ok, super. Bah, je mettrai la référence. La deuxième petite question, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit? Peut-être que c'est une citation qui t'a aussi guidé, et encouragé au cours de ce projet, voilà, qui te vient en tête régulièrement. Il y en a une effectivement qui revient par rapport à cette notion de prise de contrôle sur nos vies, qui est en fait qui a un fondement très anticapitaliste, hein, derrière. C'est une citation de Étienne de la Boétie qui dit soyez résolus de ne servir plus et vous serez libres. C'est un fil rouge important dans notre projet, que ce soit maison, jardin, vie professionnelle ou autre. Voilà. Excellent. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur le projet, découvrir un peu plus les coulisses de ce projet? Tu as un site, peut-être? Il y a le site internet artisanedemavie.com,
Et il y a, alors qui est pas forcément ultra mis à jour parce que ça demande un temps fou, mais il y a beaucoup d'informations quand même dessus, notamment techniques. Et après, il y a le compte Instagram. C'est principalement sur le compte Instagram que je communique au quotidien et voilà, au fur et à mesure des avancées. Ok, parfait. Là aussi, je mettrai les liens dans les notes. Et puis, il y a aussi de très belles photos, parce que tu prends des très belles photos du projet. Donc, j'encourage toutes les personnes à aller voir, parce que il y a de belles photos de la maison. Ça permet de mettre en image tout ce que tu viens de dire. Et c'est splendide. Merci beaucoup, Delphine, pour ce partage, et pour ce projet d'une manière générale, à toi et à Marc, parce que c'est un très beau projet, ambitieux et très Merci bien à toi. réalisé, donc bravo. Et puis je vous souhaite de bien en profiter pour les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci pour tout cet échange. C'était très chouette. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement. lacaserobinson.fr/programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.